au fil des mois à venir. Donc, je vais introduire rapidement et ensuite je laisserai la parole à notre intervenant ce webinaire, ce premier webinaire de la journée, donc qui est autour de la santé-environnement. Qu'est-ce que la santé-environnement finalement? Un concept qui n'est pas toujours bien perçu, compris par les acteurs de la promotion de la santé. Vous retrouvez à ce sujet, et je fais le lien avec la plateforme à chaque fois, une vidéo sur les représentations de la santé-environnement qu'ont les acteurs de la promotion de la santé en région centre, donc dans l'onglet les savoirs en vidéo sur la plateforme. Et cette vidéo montre bien que chaque acteur a des représentations très diverses et variées de la santé-environnement. Donc l'objectif ce matin, sans surprise, pour bien démarrer cette journée régionale, c'est de définir clairement ce qu'on entend par la santé-environnement. Pour cela, nous avons la chance d'avoir en intervenant donc, Monsieur Cyril Harpé, qui est enseignant-chercheur à l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique de Rennes. Je vais le laisser se présenter, mais avant, je vais rappeler quelques règles de fonctionnement par rapport à Zoom. Et puis, rappeler aussi, mais vous l'avez déjà eu, le déroulé de ce webinaire qui sera le même pour chacun des webinaires auxquels vous allez assister. Donc, au niveau des règles de fonctionnement, sans surprise, vous l'avez sans doute déjà constaté, vous n'avez pas de visibilité sur les participants de ce webinaire. Donc, on est là à peu près 130 pour le moment. Vous ne pouvez pas non plus de fait interagir avec les participants du webinaire. Vous n'avez pas votre caméra d'activer ni votre micro et vous ne pourrez pas la voir. La seule interaction du coup possible pour vous, c'est via l'onglet questions-réponses. Donc vous voyez en bas de l'écran, dans la barre principale de Zoom, l'onglet questions-réponses et vous pouvez poser donc tout le long du webinaire les questions que vous posez en lien bien sûr avec l'intervention que vous suivez via cet onglet-là. Vous avez aussi la possibilité de liker les questions qui vous semblent pertinentes. Donc n'hésitez pas, plutôt que de reposer une question peut-être que vous vous posez, si elle est déjà affichée, elle a déjà été posée par un participant, la liker avec le petit pouce qui permettra de la faire remonter et nous, les animateurs techniques pourront plus facilement donc, prioriser vos questions. Et ces questions seront traitées en fin de webinaire sur le temps dédié. Donc également le webinaire est enregistré puisqu'il sera disponible en replay sur la plateforme pour les personnes n'ayant pas pu y assister. Au niveau du déroulé, donc Monsieur Harpé va nous faire une intervention d'une trentaine, 20-30 minutes environ. Ça sera suivi d'un petit intermède, donc qui sera un sondage interactif de 3-4 questions, et puis le temps d'échange de 20 à 30 minutes en fonction du temps qui nous reste pour répondre à vos questions et puis pour rebondir éventuellement sur le sondage que vous aurez répondu, puisqu'on affichera les réponses à ce sondage à l'écran et puis on pourra repartir également de vos réponses s'il y avait une polarité dans les réponses que vous donnerez, ce qui nous permettra d'alimenter les échanges. Voilà, je ne vais pas être plus longue et puis je vais céder la parole à Monsieur Harpé que je remercie une nouvelle fois de sa présence avec nous ce matin et de l'intervention qu'il va faire. Je vous souhaite un bon webinaire. Je vais couper mon micro pour éviter les interférences et puis je vous retrouve si besoin pendant l'intervention, mais du moins à l'intermède tout à l'heure et puis sur le temps d'échange. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci Chloé, à tout à l'heure. Donc je vais partager mon écran tout de suite, vous faire paraître un support que j'ai préparé à cette attention. Est-ce que c'est suffisamment visible? Oui, c'est bon, c'est très bien et c'est en écran principal. Parfait. Donc, je remercie déjà pour cette invitation à la journée régionale du FRAPS et donc tous les partenaires qui ont été associés pour présenter cette journée, pour préparer et animer cette journée. Alors, le rôle que vous m'avez demandé, c'est d'être un peu celui qui va réexpliquer, donner des éléments de compréhension de quoi on parle lorsque l'on est en santé publique et environnement. J'ai fait volontairement le choix de vous parler de santé publique et environnement, sachant qu'on dit souvent santé-environnement, ou on emploie le terme de santé environnementale aussi, et pour éviter de confusion dans les termes, là j'ai mis santé publique et environnement, je vais expliquer pourquoi juste après.
Alors, j'interviens au titre de l'école des hautes études de santé, comme Chloé l'a rappelé. Donc, c'est une école qui a plus de 70 ans d'existence et qui a pour vocation de former les futurs cadres de la fonction publique hospitalière, mais aussi de la fonction publique non hospitalière dans les établissements médico-sociaux, sociaux et sanitaires. Et du coup, dans l'école, nous formons 350 élèves en moyenne par an pour aller prendre leurs fonctions dans les établissements, et parmi lesquels, dans ces formations, se trouvent ce que l'on appelle des ingénieurs d'études sanitaires ou des ingénieurs du génie sanitaire, deux formations dédiées à former justement des futurs cadres en santé-environnement. On y reviendra juste après. Alors, cette première diapo, elle doit vous interpeller parce qu'au centre, j'ai placé un schéma qui est en version anglophone, One Health, une seule santé au centre du schéma. Ce schéma est intéressant parce que de plus en plus, les questions qui nous occupent aujourd'hui, et notamment en crise de la Covid actuelle, dans le phénomène du coronavirus, qui a eu une expansion mondiale, et donc on parle donc de pandémie, phénomène inédit dont on est aujourd'hui les acteurs. Eh bien, cette approche One Health fait, on va dire, apparaître très clairement ces trois sphères. On va y revenir tout à l'heure. Une sphère de la santé humaine, que vous voyez Humans en rose, qui va se croiser avec une sphère environnement sur la droite, une sphère bleue, et puis une sphère animals, donc verte. Et c'est à l'intersection de ces trois sphères qu'apparaît ce qu'on appelle une seule santé ou One Health. C'est à montrer que la santé, elle est quand même fortement tributaire et interdépendante de ces trois sphères. Et la pandémie actuelle virale fait clairement apparaître justement que ce sont ces trois sphères qui sont fortement connectées. On va y revenir après. Et vous pourrez s'interroger en disant, mais alors pourquoi on parle de santé-environnement alors qu'il y aurait une approche One Health à défendre? Voilà comme propos introductif. Alors, je vous propose 3 temps dans ces 15-20 minutes qui nous sont accordées. On va essayer d'aller voir de plus près de quoi on parle lorsqu'on dit santé et environnement, puis de revenir un peu sur l'histoire et quelques faits d'actualité, et puis les enjeux de santé publique en santé et environnement qu'on pourrait en tirer avant d'engager avec vous une discussion. Alors, je n'ai pas prétention d'être exhaustif sur le temps qui nous est imparti, mais la question qui m'a été posée par le FRAPS, justement, c'était de revisiter ces questions de santé, santé-environnement, santé publique. Et donc, on va essayer, l'exercice m'a particulièrement plu, et dans une moindre mesure, je vais essayer d'apporter un éclairage tel que je le vois, même s'il n'a rien de définitif et d'exhaustif. Alors, la santé peut reprendre des définitions qu'on pourrait retrouver facilement dans la littérature. La santé, c'est souvent défini comme l'absence de maladie. Et d'ailleurs, quand tout va bien, on n'a pas besoin d'y penser, comme dirait Descartes, puisque les phénomènes de santé ne nous arrivent souvent que lorsque cette santé est mise à mal. Et donc, de définir la santé par l'absence de la maladie, c'est un peu limitatif parce que ça veut dire qu'on ne prend pas réellement compte ou conscience que la santé, c'est quand tout va bien, c'est qu'on a les meilleures conditions pour pouvoir justement s'épanouir, développer ses capacités. Alors, l'OMS, du coup, a pensé élargir cette définition-là dès les années 40, 48 pour être plus précis, avec une définition aujourd'hui connue qui est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, vous voyez, il y a une approche beaucoup plus large de la santé qui n'est pas seulement une absence de maladie, mais plutôt un état de bien-être. Là aussi, ça se discute souvent, il y a des débats entre bien-être et santé, mais qui est au-delà du physique, qui est plus aussi tourné sur le mental, voire le social. Et puis une troisième définition qui peut compléter les deux précédentes, c'est un ensemble de capacités pour pouvoir réaliser des aspirations. Vous voyez, on est sur une sphère beaucoup plus existentielle, satisfaire des besoins, les besoins notamment premiers, et agir sur son environnement. Donc, c'est plutôt en termes de capacité que la santé est appréhendée. Tout ça pour dire que la santé est orientée sur l'état dans lequel se trouvent les personnes, et donc très orientée sur les individus, et avec une approche souvent médicale, ou plus globalement du système de santé, qui nous permet d'assurer justement la réponse à nos besoins ou au développement de nos capacités. Alors, la santé publique, elle, c'est l'ensemble des services de soins et des services de santé auxquels on peut aujourd'hui accéder en fonction bien sûr des pays et des régions, et dont les activités portent
non plus seulement sur l'individu en tant que tel, mais sur une approche populationnelle. C'est-à-dire qu'il faut avoir une approche plutôt tournée sur la démographie. D'ailleurs, beaucoup de démographes contribuent avec des indicateurs. Et la santé publique, elle a aussi vocation à aller intervenir pour, on va dire, orienter les conditions de vie des populations, et notamment sur un plan de prévention, des campagnes de prévention, d'information, de communication sur les gestes, par exemple, puisqu'on est en pleine période de pandémie, mais aussi de promotion de la santé au titre de, on va dire, promouvoir des activités qui soient favorables à la santé, voire jusqu'à des activités ou des actions en sécurité sanitaire. Donc ça, c'est la santé publique. Vous voyez qu'elle est au-delà de la question de santé d'un simple État, puisqu'on est sur l'ensemble des services et d'une approche des populations. Et le troisième point, c'est la santé environnement, ou pour certaines santé environnementale, vous verrez qu'il y a des nuances à y apporter. Donc là, on est plus sur une qualité de l'environnement pour lesquels il y a des facteurs de risque ou de bénéfices pour la santé. Quand on se trouve dans un environnement dégradé, eh bien, ça peut affecter les populations. C'est donc aussi les interfaces ou les relations qu'il y a entre l'environnement et la santé des personnes, et notamment des populations. Et on peut les appréhender sous plusieurs angles ou sous plusieurs facteurs d'action sur la santé des populations. Ce sont des facteurs qui peuvent être biologiques. Je pense notamment au pollen, ça peut être des agents infectieux, les microbes, mais aussi des facteurs qui sont physiques, chimiques dans l'environnement, qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique. Voilà, là, ces trois premières définitions qui montrent la gradation qu'on trouve dans la prise en compte que l'on a des facteurs et des déterminants de la santé. Alors, ce préambule, on peut le compléter par 4 approches de la santé que j'ai rapidement fait apparaître. On peut avoir une approche très organique, centrée sur l'état des organes. C'est ce qu'a fait la médecine depuis, je dirais, les premiers temps, même si Hippocrate avait déjà une conscience, j'allais dire, écologique à l'époque, des conditions de vie de ces populations, puisque les premiers traités d'Hippocrate, celui qui a donné naissance à la science de la médecine, eh bien, abordait cette question des conditions de vie et de l'habitat des populations. Donc, il était peut-être moins organocentré qu'on le sera par la suite. La naissance de la clinique médicale est très orientée sur la physiologie et le fonctionnement de l'organisme. Une autre approche, c'est une approche peut-être plus large, centrée sur le système neurologique ou neuropsychologique. Et là, Jean-Pierre Changeux avait inauguré dans les années au XXe siècle, cette fois, une lecture justement sur le fonctionnement de nos systèmes, notre système neurocérébral, et la santé aussi, très tournée sur ce fonctionnement. Eh bien, elle donne une autre orientation à l'approche santé, jusqu'à l'approche santé sociale et psychologique. En plus, on parle aujourd'hui de santé publique, mais aussi de santé mentale. La préoccupation, une approche de l'état de santé mentale des populations importe, et notamment aujourd'hui, dans la période que l'on traverse, où on voit bien que le contexte a une incidence très très forte, le contexte social, économique et sanitaire a une incidence très très forte sur l'état de santé psychique, psychologique et mentale des personnes et de groupes de population. Et puis le dernier, c'est une approche que j'appellerais éco-centrée. Alors, éco au sens de tourner vers l'écologie des populations. Alors, je vous ai mis une image qui montre que la proportion d'eau que contient le corps, pour faire mention de l'eau en tant que ressource, mais besoin aussi indispensable pour la vie des individus et des populations, mais l'eau étant puisée dans un environnement, bien entendu. Pour ça, j'appelle cette approche plutôt éco-centrée, où elle élargit la question de la santé à ses déterminants environnementaux ou aux interactions avec l'environnement. Alors, dès qu'on parle de l'environnement, il faut savoir qu'il y a une approche qui peut être sur la recherche, la détection des facteurs de stress environnementaux qui vont induire, et là on peut regarder le schéma en commençant par le pied du schéma, qui sont des éléments agents, notamment physiques, chimiques ou biologiques, que l'on va pouvoir détecter, tracer et suivre à différents stades, aux différents strates, j'allais dire, depuis les éléments organiques, le tissu, la cellule, le tissu ou l'organe, on appelle ça des biomarqueurs, le carré jaune en bas. Donc là, on a des spécialistes en biologie, en toxicologie, qui vont aller justement faire des prélèvements, des systèmes de détection avec des équipements souvent lourds pour aller identifier les agents biologiques, physiques ou chimiques.
Là, vous voyez, on est dans une approche plutôt biologique des facteurs environnementaux sur la santé. On peut aller jusqu'à l'individu, à l'échelle de l'individu, et avoir aussi des indicateurs biologiques. Alors moi, je parlerais plutôt de biomorphologiques. Ça peut être la croissance, le niveau de développement, des indices sur les conditions de vie, ça peut être des aspects nutritionnels, ça peut être des aspects physiologiques, plus globalement de l'individu. C'est le deuxième carré que l'on observe. Puis on monte sur un échelon populationnel cette fois, avec des indicateurs plus proches de l'environnement. On appellera ça des indicateurs écologiques. Et là, on progresse dans l'appréhension que l'on a, notamment de facteurs environnementaux, même s'il y a encore des facteurs biologiques, c'est plus globalement l'environnement et on appelle ça des indicateurs écologiques. Alors, l'intérêt de cette diapo, c'est que ces stresseurs ou agents de stress de l'environnement sur les organismes jusqu'aux populations, c'est que vous voyez deux flèches, une à gauche qui est le temps de réponse, qui vous donne des ordres de grandeur en heures, en jours, en semaines, en mois, en années, en décennies. Vous observez que le temps qu'il faut pour effectivement détecter les niveaux d'impact ou d'action des stress environnementaux sur les communautés peut s'élever sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. C'est toute la difficulté en santé-environnement, puisqu'on va y revenir après, c'est de définir un temps suffisant pour pouvoir identifier, repérer et surtout associer les facteurs de l'environnement qui ont une incidence sur la santé d'une population ou la santé des groupes de population. Et puis sur la droite, vous avez une flèche qui indique la signification écologique notamment d'un stress environnemental, qui va de l'ensemble de l'organe jusqu'aux populations. Et bien là aussi, il y a un temps de signification qui est beaucoup plus long à déterminer, puisqu'il faut vraiment faire les associations, pour ne pas dire les corrélations qu'on va trouver entre un agent de l'environnement qui a un effet sur la santé de la population. On va voir quelques exemples après. Alors, il y a une autre approche qui est intéressante à avoir, c'est qu'on peut avoir des effets progressifs d'un agent on va dire, de l'environnement qui peut agir sur la santé des personnes et des populations. À la base de cette pyramide, l'ORS Île-de-France a établi ce qu'il appelle l'iceberg des effets à court terme d'une pollution atmosphérique. On prend comme facteur environnemental la pollution de l'air, aujourd'hui bien connue pour son incidence sur la santé. Eh bien, c'est qu'en bas de la pyramide, vous avez des effets qui sont dits subcliniques non apparents. C'est-à-dire qu'on n'en a pas encore suffisamment, je dirais, perçu les effets cliniques sur la santé des individus pour agir. Et donc, on est plutôt sur une approche où on ira, et là, c'est une demande, et ça, vous en êtes pour la plupart sur la partie prévention, promotion en santé. Comment prévenir les populations sur les risques liés à une pollution de l'atmosphère, une pollution de l'air de l'habitat intérieur ou de l'extérieur, et d'agir avant que les signes apparaissent. Puis alors ensuite, dès lors que des signes sont émis par les individus qui peuvent souffrir d'une fonction pulmonaire diminuée ou des premiers signes et signaux cardio-respiratoire, c'est le recours souvent d'abord à la consultation médicale, puis à la prescription médicamenteuse, consultation du médecin, visite parfois aux urgences malheureusement en phénomène de stress respiratoire, jusqu'à l'hospitalisation. Et là, on observe parfois des malheureuses prises en charge de soins intensifs ou d'urgence pour des personnes, notamment des personnes les plus vulnérables, qui ont des effets sévères sur leur santé liés à la pollution de l'air ambiant. Donc là, ça donne une idée que les facteurs environnementaux, comme la pollution de l'air, vous voyez, progressivement peuvent avoir une incidence sur la santé qui nécessitera une prise en charge de soins intensifs. La question, c'est, faut-il attendre d'avoir suffisamment de nombre de personnes atteintes pour pouvoir agir? Et de là, la santé-environnement devrait avoir au premier chef, une démarche de prévention et de promotion en santé. Alors, la dernière approche que je vais vous présenter, c'est celle de l'OMS. On parle de déterminants de santé, c'est-à-dire que ne plus s'en tenir à seulement les facteurs médicaux et les services de soins que l'on nous propose pour maintenir en santé. Et l'approche de l'OMS, c'est d'appréhender la question de la santé par ses déterminants. Alors, ces déterminants, vous voyez ce schéma,
il date des années 90, mais il est encore largement utilisé aujourd'hui, c'est de nous montrer qu'il y a plusieurs strates, là aussi, hein, des schémas avec des sphères qui s'imbriquent. Au centre, vous avez les indicateurs ou les facteurs biologiques des individus et des personnes, des populations. C'est par, on va dire, les facteurs héréditaires, la génétique, la base, le socle biologique des populations, les questions d'âge, de sexe aussi, qui peuvent être un premier déterminant de santé. D'ailleurs, c'est l'état biologique qui est le premier à nous préoccuper en termes de santé, le dysfonctionnement ou le fonctionnement organique et biologique. Puis après, il y a des facteurs liés au mode de vie, la façon dont je vais conduire ma vie au quotidien en fonction notamment de l'habitat, des conditions d'accès aux ressources alimentaires, à la boisson ou à la qualité de l'eau des boissons. C'est aussi les choix de vie que je peux faire ou le choix de fumer et de ne pas fumer. Voilà, on a un déterminant là plutôt mode de vie, comportement. Puis après, on a les influences sociales et communautaires, la troisième strate, bleue, où là, c'est l'influence liée à notre environnement social. Un groupe communautaire qui a certaines pratiques, rituelles ou pas d'ailleurs, du quotidien, de manger par exemple plutôt des féculents ou non, plutôt des légumineuses ou non. C'est soit un choix social et communautaire et culturel. Ensuite, les conditions de vie et de travail, cette fois, on élargit encore le cadre jusqu'aux conditions socio-économiques, culturelles, environnementales, globales. Là, vous voyez, le modèle de l'OMS montre des strates qui vont des individus du socle biologique jusqu'aux conditions socio-économiques à l'échelle aujourd'hui mondiale ou globale. Ce modèle est intéressant, d'une part parce qu'il montre qu'il y a une gradation dans l'échelle où on peut prendre en compte les déterminants de santé, mais aussi met un marquage en bas avec les fameuses flèches inégalité en, dans le sens où nous ne sommes jamais tous logés à la même enseigne, pour dire vite, quant à nos déterminants de santé, qu'ils soient biologiques, sociaux, culturels ou conditions de vie, ou plus largement environnement. Donc les déterminants environnementaux, c'est la dernière strate, on va y revenir un peu. Alors, l'environnement, de quoi parle-t-on ? Alors, c'est un terme qui est assez générique, hein, puisque dans environnement, il y a environ. Ça veut dire prendre en compte l'ensemble des éléments qui sont dans mon environ, dans mes environs, dans les alentours. Donc, c'est un terme qui, déjà au XVIe siècle, était de tout ce qui environne. Et aujourd'hui, la question se pose, quand on parle de l'environnement, est-ce qu'on parle bien de la même chose ? Alors, il y a des termes qui sont associés. Si on fait un rapide lexique des termes qui sont associés, j'ai été même faire un petit peu cette recherche et je vous ai mis ce nuage de mots au centre. Eh bien, derrière environnement se cachent d'autres termes associés, écosystème, milieu de vie, nature, cadre de vie, biotope, biosphère, habitat, et j'en passe. On aurait pu mettre écologie. La question c'est, mais de quel environnement parle-t-on ? Alors, dans notre cas, santé-environnement, c'est un environnement, on va dire, qui comprend l'ensemble des facteurs humains et non humains, très souvent, naturels et artificiels, écologique au sens de l'appartenance aux écosystèmes. Hein. Écologique, ça peut être on va dire le socle, les différents compartiments des écosystèmes, que ce soit aquatique ou que ce soit les sols ou atmosphériques. Hein. Et puis alors aussi l'environnement qui prend en compte tout ce qui est les équipements technologiques humains. Aujourd'hui, on va dire transformer nos environnements de vie avec de façon assez accentuée beaucoup d'aménagements et d'équipements qui font que notre environnement a été fortement anthropisé. Et d'où aujourd'hui la prise en compte de l'environnement sous toutes ses formes, qu'elles soient urbaines, rurales, environnement naturel, environnement artificiel. Ces environnements conditionnent ou apportent des déterminants de santé divers et variés, que ce soit des agents biologiques d'un environnement naturel, mais aussi des agents chimiques et physiques d'un environnement dit artificiel ou d'un environnement de travail, par exemple. Alors, on va essayer de voir maintenant en quoi environnement et santé ou santé-environnement se distinguent d'autres notions. Et là, la littérature nous fait valoir que dans les années 90, il y avait une notion qui émergeait, celle d'éco-santé ou eco-health pour les anglo-saxons. Et puis aujourd'hui, nous arrive une notion plus tardive, celle d'une seule santé, one health. Alors, ce sont deux approches qui ont été bien analysées, notamment à travers cet article de 2019. Il est tout récent, il date de novembre dernier. Eco-health et one health.
ou éco-santé et une seule santé. Alors, c'est une revue des cadres théoriques sur les réponses qu'on peut apporter à une convergence entre les deux approches. Alors, l'éco-santé a voulu, dans je dirais, les exercices théoriques qui ont été portés dans les années 90 par certains auteurs, dire on doit avoir une approche de la santé influencée par l'environnement au sens écologique du terme. Et donc, la santé est notamment fortement influencée par son environnement écologique. Et comme la demande des acteurs portant cette éco-santé était de dire qu'il faut avoir une approche systémique sur la durabilité des systèmes et une approche transdisciplinaire, c'était une porte ouverte pour dire bah oui, la santé ne peut pas s'appréhender qu'uniquement à travers, on va dire, l'offre de soins, le nombre de médecins sur un territoire, ou le nombre d'établissements de santé, ou le développement des technologies de santé, très orienté médical, mais dire qu'il faut l'élargir à la prise en compte des facteurs de l'environnement au sens écologique. Alors, le One Health est venu un peu plus tard pour dire mais la seule santé que l'on réclame aujourd'hui, c'est une vision cette fois mondiale. En gros, on est dans un processus de mondialisation et dans cette mondialisation, il y a des facteurs d'impact sur la santé qui sont plus importants, prédominants, et ça a été l'enjeu relatif au lien qu'il y a entre espèce animale et espèce humaine, au sens c'est les vétérinaires préoccupés par la santé animale qui commençaient à faire valoir qu'il y avait des risques et des incidences fortes pour la santé humaine. Tout ce qui est intensification de l'élevage, tout ce qui est domestication, tout ce qui est empiètement sur les espaces naturels et donc une plus grande proximité avec des espèces sauvages, préoccupe les deux médecines, médecine animale, médecine humaine, au point qu'il faut considérer qu'une seule santé doit être construite qui rapproche santé animale, santé humaine et santé, on va dire écologique, liée à l'environnement. Et du coup, le éco-santé, éco-health est devenu un peu une base pour l'approche une seule santé, One Health, le fameux schéma que je vous ai présenté initialement et que je vous remets ici pour le rendre plus visible. Et donc, ces trois sphères, vous le voyez, elles font bien apparaître des déterminants environnementaux, la fameuse sphère bleue, où vont apparaître des sciences dites de la Terre, Earth Science, les compétences et les sciences relatives à l'agriculture, alors agronomie ou agriculture, les sciences de la botanique, les sciences de l'écologie. Dans une deuxième sphère, c'est la sphère animale, et donc là, c'est la médecine vétérinaire qui a été, on va dire, qui a fortement influé pour prendre en compte la santé des organismes animaux, toutes espèces confondues, et donc c'est plutôt aussi tourné vers la zoologie, les sciences zoologiques, mais aussi l'écologie, qui est à l'interface des deux. Et puis une troisième sphère, la santé humaine, qui appréhende d'une part la santé humaine par le biais des sciences médicales, human medicine, mais aussi les médecines comparées par rapport d'un système de santé à un autre, entre différentes approches médicales, mais aussi, vous le voyez apparaître en rose en bas, les social sciences, ou pour montrer qu'appréhender la question de la santé humaine passe nécessairement par une prise en compte des déterminants sociaux, on l'a vu tout à l'heure avec l'OMS, sociaux, même économiques ou culturels de la santé humaine. Et donc, One Health est intéressant à ce titre qu'on a vraiment une approche très, on va dire, interdisciplinaire, transculturelle et même transversale entre ces trois sphères. Et je trouve que c'est une bonne représentation graphique. En tout cas, c'est tout l'intérêt que j'y trouve, de faire montrer en quoi la santé des populations est fortement tributaire de ces trois sphères écologiques, zoologiques, on va dire, ou animales, et des sciences médicales. Alors, ce sont trois organismes qui ont porté, institutions internationales qui ont porté ce schéma. Donc, c'est bien sûr l'ONU, l'OMS, la FAO, pour tout ce qui est agriculture et alimentation, c'est aussi des agences de l'ONU, et puis l'OIE, donc, qui est un organisme international sur la santé animale. Alors, la santé-environnement dans tout ça, vous allez dire, est-ce qu'on peut arriver à la définir alors qu'on a vu antérieurement qu'il y avait différentes approches et différents courants? Alors, la santé-environnement a pris vraiment sa marque et à travers des définitions qui nous viennent des années 80, avec la Charte européenne de l'environnement et de la santé, une définition posée par l'OMS, qu'on retrouve et qui dit que c'est
une approche de la bonne santé et du bien-être, exigeant un environnement propre et harmonieux dans lequel tous les facteurs physiques, psychologiques, sociaux et esthétiques reçoivent leur place. Un tel environnement devrait être traité comme une ressource en vue de l'amélioration des conditions de vie et de bien-être. Donc, à travers cette définition qui est assez large, on trouve effectivement que l'environnement constitue un facteur d'influence sur la santé des populations, mais vous voyez, sur plusieurs angles, physiques, psychologiques, sociaux, esthétiques. Donc, cette première définition avait été adoptée. Elle a été reprise et complétée dans les années 90, cette fois à Helsinki, où on prend bien en compte les mêmes facteurs, mais cette fois, on va élargir aux politiques et aux pratiques de gestion, contrôle, prévention des facteurs environnementaux. Vous voyez, on n'est plus seulement sur un environnement comme une ressource, mais un environnement que l'on doit gérer, avec des compétences de contrôle, de prévention, parce que les facteurs environnementaux sont susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Donc là, ça ouvre plus largement les modalités d'intervention sur l'environnement pour lesquelles il faut assurer des campagnes de prévention, de contrôle. Et ça relève aujourd'hui de nos services sanitaires. Je prends l'école comme exemple. Effectivement, nos ingénieurs d'études sanitaires à l'école en santé et environnement sont principalement formés sur des méthodes d'inspection-contrôle des établissements sanitaires, par exemple, sur les conditions d'exercice des métiers, santé, environnement, travail, par exemple. Alors, c'est la Charte de l'environnement qui a vraiment reconnu la santé et l'environnement comme étant devenu un droit fondamental dans l'article 1, adossé à la Constitution française. Donc là, nous avons cette fois un socle constitutionnel qui donne à la santé et l'environnement vraiment leur plein exercice dans le droit. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, il y a quand même une sorte de dichotomie qui existe entre santé et environnement. Et j'ai essayé d'établir un schéma pour essayer de mieux comprendre et de vous donner à comprendre comment les choses ont pu s'inscrire dans une telle dichotomie ou séparation entre ce qui relève de la santé et ce qui relève de l'environnement. Alors, il faut savoir qu'on a dans notre culture scientifique bien réparti les sciences de la nature, qu'on appellera aussi sciences du vivant et de la terre, et puis les sciences du vivant humain ou animal, et donc tournées vers deux corps de disciplines que l'on peut voir marqués, qui se rejoignent. Alors, d'une part, sur les sciences de la nature, c'est plutôt l'environnement qui prédomine, avec l'écologie, la connaissance des écosystèmes, à travers aussi ces agents chimiques, physiques, biologiques, mais tourné aussi de plus en plus vers l'ingénierie de l'environnement ou le management environnemental. Donc ça va donner naissance à des métiers, à des activités de l'environnement tournées sur l'ingénierie de management, par exemple, ou les écologues, qui est une science à part entière. Et puis les sciences du vivant, elles, qui vont porter de plus en plus sur les études biologiques, les études médicales, paramédicales, ou voire certaines aussi sociales et sanitaires dans le domaine plus large de la santé. Donc ça, cette dichotomie, elle montre que il faut faire quasiment des choix. Et lorsqu'on est orienté sur une filière ou une orientation, il est plus difficile de passer de l'un à l'autre, ce qui veut dire qu'il y a un exercice un petit peu compliqué quand on veut être à la fois sur la santé et à la fois sur l'environnement. Un autre point de démarcation très fort, c'est les secteurs d'activité. J'ai essayé de m'interroger dans les secteurs aujourd'hui que l'on connaît, comment se répartissent les professionnels. Alors, si je prends environnement, eh bien, je vais trouver sur ces secteurs de la protection de l'environnement notamment, où on exerce des écologues, ceux qui ont été formés à la protection des patrimoines, des milieux ou de l'ingénierie environnementale aussi. On aura approximativement, selon la recherche que j'ai faite sur les sites, à peu près 250 000 emplois estimés entre son évolution entre 2008 et 2017. Il y a une forte évolution sur ces secteurs-là. Néanmoins, ça n'a pas le poids que représentent les professionnels dits de la santé qui relèvent, eux, du médical, du paramédical ou du sanitaire. On est à plus de 2 millions de professionnels en exercice. Donc, on est vraiment 10 fois au-delà de ce que représente le secteur de l'environnement. Mais ça montre bien aussi que les choix qui sont faits sur les métiers d'exercice montrent l'écart qu'il peut y avoir entre exercer dans la santé et exercer dans l'environnement. Donc, cette culture qui sépare, on va dire, une approche des disciplines et des secteurs d'activité, comment la santé-environnement peut les concilier? C'est tout l'exercice que je propose de faire en 4 temps. La santé-environnement, elle peut se prendre sous 4 angles ou focales
d'approches et je vais essayer de les tracer avec vous pour mieux comprendre comment tout cela fonctionne. Alors, on a vu à travers les déterminants de santé qu'il y a des déterminants environnementaux de la santé, notamment, vous voyez sur ce schéma, la santé est au cœur et on a des déterminants environnementaux que l'on pourra dire sociaux, physiques, psychologiques et au-delà écologiques, hein, puisque l'environnement intègre aussi tous les facteurs, les agents de nos écosystèmes. Alors ça, c'est une première lecture. Vous voyez, il y a une forte démarcation entre les déterminants. On a des déterminants dits services de santé sur la droite, donc ça relève de tout ce qui est services de santé au sens soins, médical, paramédical, c'est l'ensemble du système de santé. En bas, on a on va dire un socle lié au comportement de vie. On retrouve nos déterminants comportementaux, sociaux. Et puis, au sommet, vous avez la biologie humaine. On avait parlé tout à l'heure du socle biologique. Voilà. Donc, on retrouve bien ces déterminants, même s'ils sont présentés différemment. Ça, c'est une première approche, mais bien séparée donc, des 4 types de déterminants. On a une approche de l'OMS qui aussi prend les déterminants en santé, mais va les décliner, et vous le voyez à travers ce schéma, en 9 facteurs d'impact. Alors, pollution de l'air, là, on va rentrer dans le cœur des déterminants environnementaux. Vous voyez sur en haut, à gauche, la pollution de l'air, puis on passe à l'eau, donc les fameux compartiments écologiques. On y ajoute les produits chimiques et agents biologiques, les radiations, le bruit, les risques professionnels, les pratiques agricoles, les constructions de l'environnement, habitat, logement, routes, et le changement climatique. Ah, ça c'est intéressant. Le changement climatique apparaît comme un déterminant environnemental dans le cas de l'OMS, approche globale cette fois des impacts et incidences qu'on peut attendre à moyen ou long terme, mais déjà certains effets se traduisent aujourd'hui, sur les risques qu'encourent les populations face à ce processus. Donc voilà, approche plus globale et cette fois donc mondiale des déterminants environnementaux de la santé. Chaque pays, chaque continent peut avoir des déterminants plus forts. L'accès à l'eau, on le sait, dans des pays notamment sub-africains et désertiques ou sud-désertiques, peuvent avoir, ou des pays du Sud en général, peuvent avoir une forte incidence environnementale liée à la ressource en eau, à son accès ou à sa qualité potable. Alors, l'autre approche en santé-environnement est celle qu'on peut retrouver de plus en plus à travers des approches risque-exposition. Alors, on a d'une part des sources sur la gauche, des sources d'agents issus des milieux, des médias que sont l'eau, l'air et les sols, des expositions et puis des organismes cibles, si ce n'est qu'on attend souvent d'en détecter les effets. Donc, vous voyez, ce processus-là nous permet de déterminer des facteurs liés à des sources environnementales qui transitent par des milieux avec des expositions des populations et affectant certains organismes ou publics cibles dont on attend les effets. Donc, on a approche risque, exposition des populations, les expositions pouvant être par voie respiratoire, notamment par inhalation, on le sait notamment avec les agents tels que les coronavirus, mais aussi cutanés, on le sait par simple contact, ou digestif par ingestion, notamment par voie alimentaire. Ça, c'est une troisième approche que l'on a très, très souvent dans les sciences, on va dire, des relatives aux expositions des populations, que ce soit en toxicologie, en expologie, on parle de plus en plus d'expologie, c'est une approche scientifique des niveaux d'évaluation des niveaux d'exposition et donc en évaluation des risques. La quatrième approche, qui est celle que l'on connaît mieux, et notamment le plan national santé-environnement ou l'ensemble des agences régionales de santé, font valoir justement une approche par thématique environnement en santé-environnement. Et là, j'ai essayé de les récapituler en montrant qu'on peut avoir une approche par milieu, comme vous voyez sur le schéma. Donc, bien sûr, la qualité des milieux de l'eau, de l'environnement extérieur, des espaces clos, à travers les facteurs de risque que sont par exemple l'amiante dans les espaces clos ou le radon. Les facteurs de risque en santé ciblés sur certains agents physiques, chimiques et biologiques, monoxyde de carbone, le plomb, la légionnelle, par population en fonction du niveau d'exposition, ou par territoire, à l'échelle d'un département, d'une région. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans nos politiques publiques. Alors, je suppose, collègues, que vous voulez me faire un signe pour dire que j'approche de la conclusion. Alors, il y a toute une histoire liée aux enjeux de santé publique et environnement, je vais vous la passer rapidement. Ça date du 19e avec des grands acteurs qui ont fait évoluer l'approche de la santé publique.
jusqu'à l'épidémie de choléra à Londres. C'est John Snow qui en avait été le premier à faire une investigation sur les qualités de l'eau des fontaines d'eau potable d'un quartier de Londres et qui avait fait valoir que ces eaux de fontaine étaient fortement contaminées, notamment et véhiculaient l'agent du choléra, et qui avait notamment fait valoir que l'assainissement était insuffisant pour assurer ces qualités d'eau, et les populations en étaient, je dirais, les cibles premières. Donc c'est un épidémiologiste, et c'est la naissance quasiment d'une épidémiologie environnementale. Après, c'est Pasteur et l'hygiénisme, bien sûr, qui est venu avec tous ses disciples. Tout ça pour dire qu'on a depuis le 19e siècle une forte communauté scientifique qui a été mise à contribution, que ce soit médicale ou non médicale, sur les facteurs de risque pour l'environnement, que ce soit l'amiante, les métaux lourds, les pesticides dans les milieux, le mercure aussi à Minamata. Voilà, on a tous ces enjeux historiques qui nous sont apparus. Aujourd'hui, si je devais vous donner quelques enjeux qui sont déterminants, c'est la pollution de l'air atmosphérique et son incidence sanitaire à court, moyen ou long terme, maladies chroniques associées, les substances chimiques dans les milieux, les bruits de fond, notamment qui créent des stress de plus en plus incidents sur la santé, les modes de vie urbains, on pense à l'urbanisme favorable à la santé, comme on peut aménager nos environnements de vie, puisqu'on est majoritairement maintenant urbain ou urbanisé. Et puis, les trois derniers que je voulais faire ressortir, c'est le changement climatique et les risques associés, à travers les phénomènes canicules, bien sûr, et climat extrême, grand froid, les inondations qui sont de plus en plus à forte fréquence, les espèces invasives, et là on rejoint les écosystèmes et les migrations des espèces qui vont passer d'une région ou d'un continent à l'autre, et notamment l'intensification des pressions sur les milieux écologiques, qui vont disséminer certaines espèces et donc qui peuvent être des réservoirs d'agents biologiques, microbiens ou viraux, et qui vont effectivement avoir des migrations du fait de nos moyens de transport mondialisés jusqu'à toucher les populations au plus lointain dans des temps de plus en plus courts. Voilà. Je voulais terminer là-dessus parce que ce sont les enjeux actuels qui nous attendent en matière de santé environnementale, et je vous passe sur les 3 formations que l'école de santé aujourd'hui a mis en place en santé-environnement, sur les ingénieurs d'études sanitaires, la santé publique et les risques sanitaires environnement en général, ou le master de méthode et outils d'évaluation des risques sanitaires liés à l'environnement. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis je suis prêt à interagir avec vous s'il y a des questions. Merci Cyril pour cette intervention. J'arrête mon diaporama ? Oui, s'il vous plaît, oui. Ok. Super. Alors pour le moment, nous n'avons pas de questions, donc l'intervention est finie pour Monsieur Harpé. Si vous avez des questions, donc, je vous réindique la démarche. Posez-les via l'onglet questions-réponses en bas de votre écran. En attendant que vous les rédigiez éventuellement, on va vous passer un petit intermède, donc un petit sondage avec des questions qui peut-être vous donneront des idées de questions à poser. Donc, il nous reste 10-15 minutes. Donc, je vous passe le sondage. Je vous invite à y répondre. On attend vos résultats, on partage les résultats et on discute de tout ça ensemble. Alors, le sondage normalement s'affiche. Donc, on vous invite à y répondre. Alors, on voit les réponses qui arrivent.
des questions qui sont posées en même temps. Peut-être en laissant le temps au dernier de répondre au sondage, je peux déjà, Monsieur Harpé, vous adresser quelques questions. Je vois qu'il y a une question là sur l'acronyme SMEE. Je... Oui. Alors, c'est juste pour rappeler, alors c'est moi qui l'ai créé, hein, cet acronyme, il n'a rien d'officiel. C'est juste source, média, exposition, effet. Voilà, réponse rapide du coup à cet acronyme. Une autre question, quelles sont les actions concrètes de One Health, du concept One Health que vous avez expliqué? Alors, très brièvement, l'approche One Health en action concrète, elle est essentiellement portée par ce qu'on appellera des éco-épidémiologistes qui vont avoir à, on va dire, détecter dans les milieux, alors, soit les milieux au sens écosystème, soit les populations animales, les facteurs de risque de transmission d'un agent, notamment biologique, qui soit viral ou bactérien, sur des populations humaines. C'est-à-dire les fameuses transmissions entre espèces réservoirs, ça peut être par le biais aussi d'une espèce hôte ou espèce cible, l'homme étant principalement, je dirais, concerné en tant qu'espèce cible. Et donc, c'est une communauté qui va travailler à la fois avec notamment des parasitologues, par exemple, si on prend le cas des moustiques, qui vont avoir à chercher, on va dire, dans les populations, quels sont les risques d'exposition, de transmission d'un agent par le moustique en fonction justement des conditions climatiques, notamment du niveau d'eau présente et stagnante dans les populations lorsqu'elles sont elles-mêmes, comment dire, elles ont, on va dire, une vulnérabilité plus forte à ces vecteurs que sont les moustiques, d'agents notamment du paludisme, pour prendre cet exemple, ou d'autres facteurs. Donc il y a à la fois une approche d'écologue, connaissance de l'écosystème, puis on va dire, parasitologues ou entomologistes aussi, ceux qui vont travailler sur les insectes, les communautés, puis les biologistes sur les facteurs de risque et agents qu'on voit dans les espèces animales d'élevage ou sauvages, et les risques de transmission pour les populations humaines. L'approche One Health est fondée là-dessus, sur médecine vétérinaire et médecine humaine. Et vous aurez, je complète, cet après-midi à 13h30, une intervention d'Isabelle Bollon, qui est justement chercheuse à l'Institut de santé de Genève et qui est vétérinaire et qui abordera une intervention spécifique sur les espaces verts en milieu urbain, mais avec une approche One Health, et donc avec un regard vraiment assez croisé sur ce qui vient de vous être présenté, entre la santé des animaux, de l'homme, humaine et environnementale. Donc, ça sera un peu plus détaillé cet après-midi pour ceux qui sont intéressés à creuser ce sujet. Une autre question, et qui a remonté un peu dans le top des questions, entre guillemets, une question donc, de Muriel Gendron qui nous demande sur les 4 approches qui ont été présentées en santé-environnement, laquelle est la plus pertinente selon vous, Cyril? C'est une bonne question. Alors moi, je me suis posé cette question aussi en essayant de résumer, de synthétiser ces approches. Je crois que l'approche portée par le PNSE est à mon sens la plus pertinente. Et je vais dire pourquoi. Donc c'est l'approche des 4 champs que vous avez dû voir en 3 approches par milieu, par niveau de risque, par population et par territoire. Dans le sens où c'est elle qui peut être le mieux portée par les politiques publiques et qui peut être le mieux comprise par l'ensemble des populations. Parce que dès lors qu'on rentre trop dans la scientificité du sujet, si je prends l'approche, ce que j'ai appelé source, média, exposition, effet,
on est vraiment dans un processus scientifique où on va chercher tous les facteurs de la source aux effets qui sont très, comment dire, nécessitant une base de données scientifique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pour d'autres, mais on est vraiment sur une approche plutôt experte et ingénierie. Sur la santé environnement vue sous l'angle de l'éco-épidémiologie ou de One Health, on fait appel vraiment aux communautés de recherche, comme je l'ai dit, sciences médicales vétérinaires, sciences médicales humaines, écologues. On est sur des communautés de spécialistes. Je crois que l'approche qu'a porté le PNSE et l'approche de santé publique environnement des ARS convient bien pour avoir cette approche très transversale entre des populations pour lesquelles il y a peut-être des actions à mener en priorité en termes de prévention, de promotion de la santé ou de gestion d'un risque sanitaire. Ensuite, par le biais des milieux de vie, on va de l'habitat, et ça parle à tout le monde. Dans votre habitat, vous avez un facteur de risque pour votre santé qui peut être, mettons, du plomb dans votre air intérieur, ou du monoxyde de carbone par une chaufferie défaillante, ou des agents biologiques pris dans vos murs parce qu'il y a trop d'humidité, trop de moisissure. Voilà. Et ça parle à tout le monde, l'habitat intérieur, mais aussi l'habitat extérieur. En gros, mon espace de vie, et d'ailleurs on est d'autant plus sensible aujourd'hui dans cette période de confinement, ai-je moyen d'avoir accès à un espace de qualité de type espace vert? On a entendu le message des associations de l'environnement aujourd'hui demandant à aller au-delà du kilomètre pour pouvoir que chacun ait accès à un espace vert, un espace de verdure, peut-être même un espace naturel. Il y a un besoin d'aller au-devant de ces espaces-là pour ne serait-ce que s'aérer, avoir une activité physique. Et ça fait partie de la qualité des milieux. Donc cette approche aussi par milieu est essentielle. Et puis l'approche par agent, ou facteur de risque aussi. Lorsqu'on détermine qu'il y a un niveau d'exposition à des polluants dans l'air ambiant, ne serait-ce que l'air intérieur, émis par du mobilier ou des matériaux, ça a une incidence qui n'est pas tout de suite observable. C'est-à-dire qu'on peut mieux, prévenir les populations sur, attention, à long terme, votre exposition peut avoir une incidence sanitaire, et on pensera bien sûr au risque de perturbateurs endocriniens. Ça ne se voit pas, ça ne se perçoit pas, et les effets sont à bas bruit dans un premier temps et peuvent s'avérer avoir une incidence sur la santé des personnes et des populations beaucoup plus forte dans les années à venir. Et le dernier point, c'est qu'on peut avoir une approche par territoire. Et là, j'insiste, l'approche territoriale est extrêmement importante aujourd'hui parce qu'on peut y mettre en place des compétences d'animation de territoire au plus près des populations pour mener des actions de prévention, de promotion santé environnementale, comme dans le cadre des contrats locaux de santé. Les fameux CLS sont exactement le dispositif approprié pour avoir une vision globale et transversale de ces questions de santé environnement. Voilà, si je devais défendre un point de vue. Dans une approche santé publique et environnement, je crois que c'est cette approche large et par, comme vous avez vu, par grand champ que je crois qu'on a les meilleurs leviers de compréhension et d'action. Ok, très bien. Merci pour cette réponse. Alors, il y a encore plusieurs questions et je vais en poser une dernière qui me semble pertinente et intéressante. Quels seraient les liens à faire avec l'épigénétique? Alors, je m'y attendais à cette question. Là, on va au cœur de la machine génétique quand même. Donc, on s'adressera plutôt à une communauté scientifique de généticiens, de biologistes, de toxicologues, qui vont voir dans quelle mesure les agents extérieurs de notre organisme vont avoir des voies de pénétration dans l'organisme jusqu'à toucher, je dirais, la machinerie génétique. Et donc, quelles sont les interfaces qu'il y a entre des substances qui sont notamment les perturbateurs endocriniens, c'est ce qui intéresse aujourd'hui le plus nos chercheurs, c'est d'aller détecter ces effets, on va dire, à bas bruit, qui à un moment donné vont avoir une incidence sur l'organisation elle-même de notre réponse génétique. Donc ça peut être par voie notamment alors je ne sais pas si on parlera de délétion, mais aussi de mutation ou de transformation de la machinerie, et jusqu'à avoir des retombées conséquentes sur d'une part l'équilibre peut-être physiologique des personnes, mais peut-être des nouveaux types de pathologies qui pourront apparaître peut-être au bout de 1, 2 ou 3 générations. Ça, c'est une préoccupation forte aujourd'hui
dans le sens où plus on va aller chercher de près les substances ou les agents qui sont à faible niveau de détection. Hein. Il faut des outils, un appareillage technique très très fin pour pouvoir les détecter dans notre environnement de vie. C'est aussi d'aller voir dans quelle mesure ils ont des effets très insidieux, non perceptibles sur le plan on va dire, du génome, voilà, et du patrimoine génétique plus largement. Ok. Très bien, merci. Il est 10h32, il y a encore pas mal de questions. Je suis donc désolée pour ceux qui ont des questions auxquelles on n'a pas répondu. Je vois qu'il y a des questions sur les ondes électromagnétiques. Alors, je vous invite à aller voir aussi parce qu'un certain nombre de vos questions, il y aura les réponses sur les savoirs en vidéo de la plateforme. Donc, on a notamment quelques vidéos sur les ondes électromagnétiques. Donc, on vous invite à aller les consulter et ça répondra sûrement aux questions que vous posez. L'intervention a été relativement courte pour essayer d'être assez explicite sur finalement comment on définit et si on avait une définition à retenir de la santé-environnement. Au niveau du sondage, je vous repartage les résultats. Je ne me suis pas forcément appuyée dessus là ce matin, mais ça fait écho avec les questions à côté que vous posiez. On n'a pas eu besoin forcément là, de réexpliquer le concept de santé-environnement parce qu'apparemment il a été compris donc à 98%. Les enjeux prioritaires en santé-environnement, donc changement climatique et santé. Alors les réponses sont assez partagées, mais c'est quand même cet enjeu qui ressort le plus. Et puis une belle transition sur la dernière question, la question 4, sur les leviers pour agir pour la santé-environnement, qui à 97% d'entre vous pensent que donc, l'un des meilleurs moyens pour agir pour la santé-environnement se passerait par l'éducation à la santé-environnement et l'éducation à l'environnement. Et c'est justement l'intervention qui va suivre à 11h qui justement reprend et définit ce qu'est l'éducation à l'environnement, comment on peut mener des actions en éducation à l'environnement et travailler conjointement aussi entre acteurs de la santé, acteurs de l'environnement et être tous finalement des acteurs de la promotion de la santé parce que c'est bien les acteurs que nous sommes, hein, des acteurs finalement qui agissent tous d'une quelconque façon pour la santé humaine et la santé ou dans une approche on va dire One Health pour pas être que sur la santé humaine non plus et rebondir par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc on va vous quitter sur l'organisation. Je l'avais dit tout à l'heure, vous avez un lien, hein, je le rappelle, pour chaque webinaire. Donc là, le webinaire, celui-ci va se fermer, mais vous pouvez vous connecter avec le prochain lien. Et lorsque vous fermerez le webinaire, la fenêtre Zoom, vous aurez un questionnaire, un bref questionnaire de satisfaction qui va s'afficher par rapport à ce webinaire auquel vous avez assisté. Je vous remercie à tous de votre présence. Oui, pardon. Avant de vous quitter, Chloé, je voulais savoir, est-ce que le sondage, vous en diffuserez, communiquerez les résultats, voir oui. les choix qui ont été faits par les participants sur les thématiques, les leviers d'action? Tout à fait, oui. Je vous partagerai également le questionnaire de satisfaction. Il y avait des questions un peu plus spécifiques sur l'intervention et les sondages qui vous seront communiqués à vous, Cyril, mais aussi aux participants lorsqu'on en rédigera le petit bilan de cette journée régionale. Merci. En tout cas, j'ai eu l'impression d'avoir été à peu près clair sur le sondage que vous avez fait paraître. Apparemment, ça a l'air d'être relativement compréhensible. C'est ça. Donc, très bien. Objectif rempli pour ce premier webinaire. Merci à vous. C'est très bien. Merci à tous pour votre écoute et participation. Et Chloé, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. À tout de suite pour ceux qui poursuivent les webinaires. Merci.